Un masque cache plus qu'un visage. Il dissimule la vérité. Bienvenue à Mystère de minuit. Je suis votre hôte, Gustave. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Vos voix rendent ce voyage inoubliable. Maintenant, l'histoire commence. Le grand lustre de la salle d'Orchester scintillait de centaines de lumières tremblantes, chaque cristal réfractant son éclat sur les robes de soie et les chaussures cirées. Le gala annuel de la famille Moncler était, comme toujours, le point d'orgue de la fin de l'automne londonien. Un spectacle où l'élite de la mode exhibait sa richesse sous des plumes, de la dentelle et des masques vénitiens scintillants. Lady Evelyn Moncler, l'hôtesse, se déplaçait parmi ses invités avec une grâce théâtrale, son masque de satin émeraude s'harmonisant parfaitement avec le vert profond de sa robe. Pour ceux qui la regardaient, elle incarnait l'élégance. Pour ceux qui la connaissaient, elle était bien plus que cela. Ambitieuse, calculatrice et déterminée à préserver la réputation de Moncler à tout prix. Il était presque minuit lorsque la musique s'éteignit. Un cri discordant de cordes, une valse avortée. La foule scintillante s'immobilisa, les têtes se tournant vers le grand escalier. Là, effondré sur les marches de marbre, gisait la silhouette d'un homme coiffé d'un demi-masque doré. Son habit de soirée était déboutonné, sa cravate de travers, et sur sa poitrine une tache sombre s'étalait sur la soie ivoire de sa chemise. Les invités eurent le souffle coupé. Une voix unique retentit, tremblante d'horreur et de reconnaissance. « Mon Dieu, c'est Lord Henry Moncler !» La panique s'empara de la salle de bal. Lady Evelyn, la main gantée tremblante, la pressa contre ses lèvres, tandis que plusieurs invités se précipitaient, leurs masques glissant dans le tumulte. L'orchestre se tut. Les lustres semblèrent pâlir. On appela un médecin, mais il était trop tard. Lord Henry Moncler, le patriarche de la maison, était mort. Ce qui a choqué l'assemblée plus que le fait de sa disparition soudaine, c'est le petit objet serré dans sa main sans vie, un fragment de masque de porcelaine, brisé brusquement au bord, maculé de sang. Les murmures commencèrent aussitôt. Des questions de poison, de trahison, de rancune tenace, car dans cette salle de bal, derrière des masques et des sourires ornés de bijoux, se tenait une compagnie choisie. Pas de domestiques, pas d'étrangers, juste un cercle de richesses et de privilèges, chaque invité lié par des liens sociaux, et chacun ayant quelque chose à perdre si la vérité éclatait. La grande horloge sonna minuit. Quelque part dans la foule, une femme s'évanouit. Ailleurs, le verre d'un gentleman vola en éclats, et tandis que le chaos s'installait, une seule pensée sembla saisir les personnes présentes avec une certitude glaciale. L'un d'entre eux était un tueur. Pendant un instant, la salle de bal resta un tableau, des silhouettes dorées figées dans des attitudes d'horreur, jusqu'à ce que Lady Evelyn retrouve sa voix. Elle en ressortit fragile mais maîtrisée, affinée par des décennies d'animation de salles difficiles. « Personne ne doit sortir, » dit-elle. « Monsieur Pierce, faites verrouiller les portes. Appelez immédiatement la police. » Le majordome, un gentleman mince comme un jonc dont la dignité était un vernis qu'aucune calamité ne pouvait abîmer, s'inclina et s'agita avec détermination. Des valets de pied fermèrent les hauts panneaux dans un murmure de velours et un cliquetis de laiton. Un millier de bougies tremblaient dans leur cage de cristal, comme si le lustre lui-même avait pris peur. Le docteur Pembroke, moustache grise, gilet ivoire, connu dans les salons de Mayfair pour son attitude implacable au chevet du patient, s'agenouilla près de Lord Henry et accomplit les anciens rituels qui réconfortent les vivants, non les morts. Il leva le poignet, fronça les sourcils, toucha la mâchoire et secoua la tête. « Cela fait quelques minutes. »« Ah, murmura-t-il en ajustant ses lunettes, la blessure est profonde. Une lame au profil étroit. Elle a frappé net entre les côtes. Et le masque, réussit à dire Lady Evelyn. Son regard avait déjà trouvé l'éclat dans le poing de son mari, petit et courbé, comme une lune brisée tachée de rouge. Le docteur Pembroke se pencha. De la porcelaine peinte. Un bord tranchant, certes, mais trop petit pour avoir causé une blessure aussi vive. Plus probablement déchirée lors d'une bagarre.
Les mots se répandirent dans la salle avec la rapidité de la panique, prenant des allures de clinquant au fur et à mesure. Lutte, couteau, voleur, poison, vengeance. Des masques flottaient, sur les visages comme des mensonges enduits de laque. Enfin, le sang-froid de Lady Evelyn se durcit. « Mes amis !» dit-elle, se projetant dans l'espace silencieux avec l'adresse d'une femme ayant autrefois joué sur une scène privée. « Nous allons retirer nos masques. C'est une mauvaise passe pour une soirée, mais la nécessité est mauvaise. » Une file se forma le long de la balustrade de marbre, aussi hésitante qu'un cortège funèbre. Un à un, les soies glissaient et les rubans se dénouaient. Les sourires peints redevenaient des bouches humaines. L'acte semblait d'une intimité indécente, comme se déshabiller devant des inconnus. Le premier à se démasquer fut Sir Alistair Whitcomb, les paupières lourdes et irritables, dont la fortune fluctuait au gré du cours du cuivre étranger. Il révéla un visage bouffi par le bon vin et une surprise indignée. « Maudite indignation !» « Mesdames » s'exclama Sir Alistair, sans que personne ne s'en aperçoive. « Nous devions recevoir le ministre au dîner demain. On ne peut pas laisser des patriarches saigner dans les escaliers, ça dégoûte les gens. » Juste derrière lui se trouvait mademoiselle Clara Finch, la dame de compagnie et secrétaire de Lady Evelyn. Elle avait la beauté soignée d'une jeune fille qui repasse ses rubans et n'égare jamais une clé. Seulement, les rubans avaient glissé, et lorsqu'elle retira son masque de colombe, ses doigts tremblèrent suffisamment pour s'emmêler dans le nœud. Ses yeux étaient fixés non pas sur le corps, mais sur le tesson de porcelaine brisé dans la main de Lord Henry, Julian Moncler, qu'héritier présomptif si l'on en croyait les rumeurs, retira son masque de loup avec un éclair de dents qui ressemblait presque à un sourire, puis disparut. Il était d'une élégance soignée, de ses cheveux noirs et lisses à l'angle précis de ses boutons de manchette, mais sa mâchoire était crispée, signe d'une dispute perdue récemment. « Frère ?» dit-il à voix basse, après avoir traversé la cohue pour se placer près de Lady Evelyn. « Vous devez vous asseoir. Monsieur Pierce, une chaise. Nous sommes solidaires, » dit doucement Lady Evelyn, sans prendre la chaise. Béatrice Val, la célèbre contralto dont le récent récital parisien avait bouleversé la critique, se tenait au milieu d'un groupe de jeunes hommes et d'une poignée d'hommes plus âgés qui auraient dû être plus avisés. Son masque glissa de son visage, comme un animal refusant sa laisse. Elle se mordit la lèvre rouge, son regard passant du corps à Lady Evelyn avec une pointe d'excuse et une pointe de défi. Henri était toujours si joyeux dans ces occasions, murmura-t-elle à personne en particulier, et plusieurs personnes l'entendirent. Le capitaine Arthur Devreux, blessé aux membres en Flandre et à la bourse à la table de jeu, dénoua son masque romain d'une main de soldat impatiente. Sa joue portait une fine cicatrice blanche, et lorsqu'il vit la flaque sombre s'étendre sur le marbre, son visage prit le gris du temps. Il toucha cette cicatrice inconsciemment et déglutit avec difficulté, comme s'il se souvenait d'un autre escalier, d'un autre sang. Le docteur Lionel Carruthers, médecin consultant de la famille et jeune rival de Pembroke dans un cabinet plus discret, révélait un visage courtois et intelligent qui pouvait aussi bien être celui d'un érudit que d'un joueur de cartes. Il se tenait près de l'orchestre, et maintenant il se tenait parfaitement immobile, les yeux non pas fixés sur le cadavre, mais sur les jointures blanches de Lady Evelyn. « Madame, » murmura-t-il en s'approchant juste assez près pour être entendu, « il n'y a rien à faire. Quand les autorités arriveront. » Elle l'interrompit d'un regard. « Ils nous parleront à tous, docteur. Personne n'est excusé. » Dans la tyrannie du silence qui suivit, d'autres masques tombèrent et d'autres noms s'accrochèrent à des visages. Madeleine Rousseau, une couturière qui avait conquis Londres avec ses coutures sinueuses, fit apparaître sous son plumage le visage d'une femme habituée à mesurer les autres et à les trouver incompétents. Monsieur Félix Hardwicke, journaliste réputé pour ses adjectifs audacieux et ses scrupules flexibles, parut soudain petit sans son visage de dragon. Il avait un carnet coincé dans sa poitrine, et ses doigts s'y aventuraient sans cesse comme un pickpocket, cherchant du réconfort dans son art. Le révérend Paul Ashbury, invité pour ses prières,
et son aptitude à bénir le champagne parut effondrée, comme s'il s'était trompé de théâtre, et se signa silencieusement. Au bord de l'escalier, une femme resta masquer un battement de cœur plus longtemps que la courtoisie ne le permettait, comme si elle calculait l'angle sous lequel elle pourrait devenir invisible. Lorsqu'elle détacha enfin le délicat papillon d'émail qui la protégeait, ses traits se transformèrent en ceux de Madame Lydia North, une veuve dont les admirables charités servèrent de prétexte à une affection pour les cartes et les confidences. Son regard glissa vers Béatrice Val, puis au-delà de Béatrice vers Sir Alister, puis se posa sagement sur le sol. Il y en avait d'autres, bien sûr. Ce genre de rassemblement attire toujours une nuée d'espoir, d'attachés, de cousins germains et de princes oubliés venus de petits pays qui existent principalement pour leur timbre. Mais c'est sur cette constellation intérieure que l'attention se porta, car ils ne se contentèrent pas de tourner autour des Montclair. Ils influencèrent leur marée. La première conversation cohérente ne portait pas sur le deuil, mais sur les portes. M. Pierce déclara avec la certitude d'un homme qui sait manier ses gonds que la salle d'Orchester n'avait que 3 issues. La double porte donnant sur le grand hall, désormais verrouillé, l'entrée de service derrière l'orchestre, qu'un valet de pied avait verrouillé avec un verrou et une chaîne, et les portes de la terrasse, qui donnaient sur un balcon 5 étages au-dessus de la place tranquille. Elles aussi étaient verrouillées. La clé de la terrasse, celle de Pierce, pesait lourd dans sa poche. « Alors celui qui a fait ça est là », dit Félix Hardwicke avec une solennité enthousiaste. Il sortit à moitié son carnet, puis, sentant la désapprobation de la salle s'abattre comme la pluie, le repoussa. « Mes excuses, Lady Evelyn. Vos excuses seront mieux employées à dire la vérité, » dit Lady Evelyn. Son regard se posa de nouveau sur l'éclat dans la main de son mari, puis, sans prévenir, s'adoucit d'une manière qui la fit paraître soudain terriblement jeune. Il devait faire une annonce à minuit. C'est pourquoi la musique s'est interrompue. Il a dit que ce serait une surprise. « Ah !» murmura Sir Alister, et une demi-douzaine de pensées traversèrent son visage avant qu'il ne choisisse celle qui lui convenait. Probablement triviale, une nouvelle aile à l'hôpital. Henry a toujours adoré les inaugurations. Ou un Nouveau Testament, suggéra Béatrice Val un peu trop légèrement. Le silence s'installa. Une lueur d'insouciance brilla dans ses yeux. Quoi? Les hommes aiment surprendre ceux qui comptent sur eux. Ça captive l'attention. Juliane tourna brusquement la tête vers elle. Mademoiselle Vale, ce n'est ni le moment ni le théâtre. Au contraire, dit-elle d'une voix si douce que seuls les plus proches l'entendirent, c'est un véritable théâtre. Et le public est captivé. Le capitaine Devreux se frotta la tempe. Pour l'amour du ciel, baissez la voix. Cet homme est mort. Le docteur Pembroke se leva et s'essuya les mains, comme s'il était chargé de responsabilité. Ce n'est pas à moi de faire des suppositions, dit-il, se donnant ainsi la peine de le faire. Mais la blessure n'est pas assez récente pour que l'agresseur ait filé entre le premier soupir et maintenant. Celui qui a fait ça a eu le temps de rejoindre la compagnie. C'était dans le dernier quart d'heure, peut-être un peu plus. Pendant la deuxième valse, dit Miss Finch de manière inattendue, avant de rougir sous l'attention qui se détournait. Je veux dire, l'horloge sonnait quand la musique s'est arrêtée. La valse a commencé à 12 minutes moins 12. Je venais de livrer l'éventail de Lady Evelyn depuis l'antichambre. Je m'en souviens parce que Lady Evelyn a fait une remarque sur le breuvage. Lady Evelyn la regarda avec une gratitude qui valait plus que la plupart des cadeaux. « Merci, Clara. »« Peut-on fouiller les invités ?» suggéra Sir Alister en roulant des épaules, comme s'il se préparait à une agréable chasse. « L'arme est sûrement sur quelqu'un. »« De quelle autorité ?» demanda M. Pierce d'un ton sec. « Nous allons attendre la police. » Mais déjà les yeux s'informaient. Le manteau de soirée de Devreux était mal placé à l'épaule, là où la seule mauvaise habitude du soldat, tendre les bras vers l'introuvable, était devenue un inconfort permanent. Sans surprise, les mains de Béatrice étaient gantées et impeccables, trop impeccables. « Tate,
L'œillet de Julian présentait une ecchymose brune, là où un doigt aurait pu appuyer trop fort. Les manchettes de mademoiselle Finch étaient impeccables, mais une mèche de cheveux noirs était collée à sa joue, et lorsqu'elle l'avait écartée, sa paume laissa une légère trace sur sa mâchoire, de la poudre ou quelque chose de plus foncé. L'orchestre, incertain d'être impliqué dans la tragédie ou simplement pris au piège, murmura par-dessus ses instruments. Quelque part, un violon laissa échapper un gémissement solitaire, tel un chat, avant d'être hâtivement réduit au silence. La grande horloge, ayant fait son pire, retrouva son calme et reprit le compte du temps. « Lady Evelyn, » dit doucement le docteur Carruthers, « puis-je vous demander cette annonce? Lord Henry vous a-t-il fait des confidences? Même dans les grandes lignes ?» Elle soutint son regard pendant un instant, peut-être une minute. Dans les grandes lignes. Suffisamment pour savoir que ce n'était pas anodin. Il avait préparé des papiers. Ils étaient dans son bureau cet après-midi. Il me l'a dit. Il avait l'intention de parler, puis de remettre les documents à Maître Quill, l'avocat de la famille, qui les aurait communiqués. Maître Quill, malheureusement, a présenté ses excuses ce soir. Son train a été retardé par le brouillard. « Les papiers !» murmura Félix Hardwicke. « D'après mon expérience, les papiers changent plus le cours des choses que les couteaux. » Julian se retourna brusquement. « Tu n'en feras pas tout un plat. »« Je gagne ma vie en racontant des histoires, » répondit Hardwicke imperturbable. « Mais ce soir, je prends note des êtres humains, et l'un d'eux a accompli quelque chose d'irréversible. » Un courant d'air parcourut la pièce, transformant brièvement les flammes des bougies en virgules étroites. Dans ce souffle d'air, l'éclat de porcelaine dans la main de Lord Henry brillait faiblement. Le regard de Madeleine Rousseau s'y accrocha. « Cela vient d'un masque de Colombina, » dit-elle, presque distraitement, avec l'assurance d'une couturière. « Du travail bon marché. Pas de mon atelier. » Elle marqua une pause, révisa avec fierté. « Pas d'une maison respectable. » Qui portait un tel masque? Demanda le révérend Ashbury, reconnaissant d'une question pragmatique. Le regard de la foule parcourut la salle et se posa finalement sur madame Lydia North, dont le papillon était en émail, et non en porcelaine, et sur mademoiselle Finch, dont la colombe était en soie. Il glissa devant Béatrice, plume, or, et Julian, loup en papier mâché, hésita devant le capitaine Devreux, simple romain, et s'arrêta sur Félix Hardwicke, qui leva les mains vides. « Je suis venu sous la forme d'un dragon, » dit-il ironiquement. « Hélas, toutes écailles intactes, alors peut-être n'appartenait-il à personne ?» dit Sir Alister. « Apporté pour faire des bêtises, brisé pour faire des bêtises, abandonné dans la main de mon mari. » conclut Lady Evelyn d'une voix aussi froide que le marbre à leurs pieds. Ce n'était pas un bibelot, Sir Alister. Cela signifiait quelque chose pour lui à la fin. Le premier coup de cloche lointain résonna faiblement sur la place, une voiture quelque part ou l'heure du veilleur. L'atmosphère de la salle d'Orchester s'épaissit à l'idée que bientôt des étrangers entreraient. Des uniformes, des carnets, la police. Avec eux viendraient les procédures brutales qui dépouillent le mystère comme l'écorce, laissant derrière elles une surface brute et pragmatique. Avant que cela n'arrive, la pièce elle-même effectuait son propre inventaire de culpabilité. Silencieusement, sans orchestration, les couples se séparèrent et restèrent seuls, ou bien se rapprochèrent comme si la proximité pouvait servir d'alibi. Les mots recommencèrent, non pas en déclaration, mais en ces subtils détours qui permettent de contourner le danger. Béatrice fit demi-tour vers l'escalier et s'arrêta 2 marches plus bas que le corps, regardant non pas Lord Henry, mais la tache qui s'était infiltrée dans la rainure sculptée à la jonction d'une marche de marbre. « Tant d'ordre, » dit-elle doucement, défait par un seul geste. « Si tu sais à qui appartient ce geste, » dit Julian derrière elle, « dis-le. » Béatrice se retourna. « Tu m'imagines assez courageuse pour ça, Julian, même si je le savais. Vous avez rarement manqué de courage quand cela vous a profité. » Rétorqua-t-il, et pendant un instant quelque chose de vieux et de tranchant se trouva entre eux comme une lame dégainée. « Assez, » dit Lady Evelyn doucement, et ils reculèrent comme des enfants.
Elle se tourna vers M. Pierce. « Préparez le salon bleu. Nous y accueillerons la police. En attendant leur arrivée, les invités resteront dans cette pièce. Thé et eau uniquement. »« Et le brandy ?» suggéra le capitaine Devreux, avec un sourire qui se voulait plaisantant et qui faillit l'être. « Du brandy pour ceux qui en ont vraiment besoin, » dit Lady Evelyn, et une légère ombre de gratitude passa sur le visage fatigué du capitaine. C'est alors que Miss Finch, dont le regard errait aux alentours de la scène, comme pour enfiler une aiguille qui ne cessait de glisser, prit une légère inspiration. Elle s'avança vers la marche la plus basse et s'agenouilla non pas près du corps, mais près du poteau sculpté en forme de lion. Là, coincé entre la crinière du lion et l'urne qu'il protégeait, un étroit ruban traînait comme une pensée abandonnée. Elle hésita, puis le détacha et l'apporta à Lady Evelyn. « Un ruban », dit mademoiselle Finch évanouie. « Un ruban de masque. » Le ruban était en satin noir de qualité, avec un léger parfum de fleurs d'oranger. Loin du déguisement bon marché d'une boutique de rue, Lady Evelyn le tenait dans sa main gantée et leva les yeux. 3 femmes et 2 hommes respirèrent en même temps, un ensemble parfaitement accordé. Personne ne parlait, car le bruit des roues sur la pierre s'élevait déjà en contrebas. La police arrivait, le monde s'immisçait, mais un courant avait changé dans la pièce. Le ruban fin et élégant avait donné forme à la question qui allait régir tout ce qui allait suivre. Non seulement qui avait tué Henri Montclair, mais aussi à qui appartenait le masque attaché avec ce ruban. Le claquement des sabots et le grondement des roues à l'extérieur de la grande maison firent taire les derniers murmures des spéculations. Dans la salle de bal, un silence givré se répandit. Même l'orchestre cessa son bruissement nerveux, archets et cuivres s'immobilisant comme par instinct. Lady Evelyn resta au centre du sol de marbre, le ruban noir serré dans sa main. Son satin scintillait faiblement sous les lustres, fragile mais menaçant. Le fil solitaire qui pourrait bien défaire la mascarade de toute la nuit. Les portes s'ouvrirent pour laisser entrer l'inspecteur Sharp de Scotland Yard, un homme dont la silhouette haute et mince lui conférait une certaine rigidité, même si son regard sombre et vigilant ne manquait de rien. Derrière lui arrivait un jeune sergent, chargé d'une mallette en cuir et d'un carnet déjà à moitié rempli de gribouillis impatients. L'inspecteur observa le tableau. Les invités, dans leurs plus beaux atours, le corps au pied de l'escalier, Lady Evelyn debout avec une grâce provocante, mi-armure, mi-aplomb. Il s'inclina avec une politesse des plus brèves. « On m'a dit que Lord Henry Montclair était mort. Aucun d'entre vous n'a quitté cette pièce depuis la découverte ?» Lady Evelyn inclina la tête. « Et comme je l'ai ordonné, vous nous retrouverez tous exactement comme nous étions. » Sharp lui lança un regard qui n'était pas tout à fait empreint de gratitude. Il fit un geste vers son sergent, qui s'agenouilla près du cadavre avec une compétence vive mais non cruelle. L'inspecteur lui-même se pencha juste le temps d'observer l'éclat de porcelaine, la blessure, le sang répandu, puis son regard se porta sur la compagnie. « Un couteau » dit-il simplement, « petit, pointu, planté en biais pour trouver le cœur. Une main experte ou une main désespérée. Dans les 2 cas, ce n'était pas maladroit. » Les invités se bousculèrent, chacun s'efforçant de ne paraître ni coupable ni trop désireux de paraître innocent. Le sergent se redressa et murmura à l'oreille de Sharp. Celui-ci fronça les sourcils. Il se retourna. « L'arme n'est pas là, ce qui signifie qu'elle a été emportée. Si toutes les portes ont été verrouillées, alors l'arme est entre les mains de l'un de vous. » La vérité s'abattit lourdement. Plusieurs dames se raidirent, et le capitaine Devreux laissa échapper un petit rire amer, aussitôt étouffé par le silence. « J'aurais besoin des noms, » poursuivit l'inspecteur, « et d'un compte-rendu des déplacements au cours de la dernière demi-heure, mais je dois d'abord demander à qui est ce ruban. » Lady Evelyn tendit le ruban de satin comme une accusation. Personne ne bougea pour le réclamer. Au contraire, les regards se promenèrent parmi les invités, cherchant la moindre trahison. Madeleine Rousseau examina ses ongles. Béatrice Val leva le menton avec un dédain qui défiait quiconque de la regarder. Miss Finch blêmit comme si le ruban lui-même la désignait. « Très bien, » dit Sharp après une pause trop longue.
Nous le saurons bien assez tôt. Il se tourna vers son sergent. Faites-les les asseoir un par un. Commencez par la famille. Julian Moncler s'avança, le sang-froid tendu comme une corde à piano. Inspecteur, j'ai peut-être une suggestion à vous faire. Ma mère est... Lady Evelyn le coupa. Je ne suis pas fragile, Julian. Je parlerai quand je serai appelé. L'inspecteur les observa tous deux, percevant peut-être déjà la tension entre la mère et le fils. Puis il fit un signe de tête à Julian. Vous, monsieur, d'abord. Julian obéit avec un calme apparent, même si son regard trahissait la tempête intérieure. Il prit place dans le fauteuil du salon bleu. Les autres regardèrent depuis la salle de bal, la porte se refermait derrière lui, mais le son des voix était faible. Le ton de Julian, maîtrisé, parfois sec, celui de l'inspecteur mesuré, implacable. Un schéma s'établit, le début d'un long processus de séparation entre la vérité et le mensonge. Pendant ce temps, les invités restés sur place murmuraient entre eux. Sir Alister vida un verre de cognac et en demanda un autre, se déclarant nerveux face à des interruptions aussi grotesques. Béatrice Vail, assise nonchalamment sur un canapé, jouait avec une plume tombée de son masque. « C'est très dramatique », dit-elle sans vraiment s'adresser à personne, mais Henri n'était jamais sans ennemi. Cela aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. La remarque lui arracha des regards choqués, même si elle semblait les savourer. Clara Finch était assise tranquillement dans un coin, les mains jointes, les yeux fixés sur la porte fermée du salon bleu. Ses lèvres remuaient faiblement, comme si elle murmurait quelque chose ou priait. Le ruban semblait hanter son regard, et plus d'une fois, elle sembla sur le point de se lever et d'avouer une futilité pour finalement retomber, pâle comme de la porcelaine. L'inspecteur Sharp réapparut après ce qui lui sembla une éternité. Julian le suivit, figé, refusant de croiser le regard de qui que ce soit. Sa mère lui toucha brièvement le bras, mais il s'écarta d'un hochement de tête sec, s'adossant au mur comme pour marquer sa distance. Lady Evelyn entra alors dans le salon bleu, d'un pas assuré, la tête haute, le ruban toujours en sa possession. C'est à ce moment-là, alors que les soupçons commençaient à germer, mais que le schéma était encore flou, que la soirée prit sa tournure la plus curieuse, car tandis que l'inspecteur rétablissait l'ordre, le valet de pied fit entrer un visiteur retardé par les circonstances, mais appelé par le destin, une petite silhouette élégante à la tête ovoïde, aux moustaches impeccables et aux yeux brillants d'amusement et de précision. « Monsieur Poirot !» s'exclama Lady Evelyn surprise, perdant son sang-froid un instant. « Mais je ne pensais pas que vous viendriez. Madame !» dit Hercule Poirot en s'inclinant avec une élégance désuète. Lorsqu'on reçoit un mot dans l'après-midi d'une dame qui craint que son mari ait l'intention de faire une annonce de la plus grave conséquence, on ne l'ignore pas. J'ai été retenu par le brouillard à Victoria, mais me voici. Et hélas, trop tard. L'inspecteur se raidit. Je n'étais pas informé que Scotland Yard avait sollicité une aide extérieure. Ils ne l'ont pas fait, dit Poirot d'un ton doux. Mais Lady Evelyn a pensé qu'un ami pourrait peut-être observer. Vous me permettrez seulement de rester assis, d'observer, d'utiliser mes petites cellules grises. Si j'interviens, vous me réduirez au silence. L'inspecteur Sharp l'observa et, après un moment, inclina la tête. Vous pouvez observer, monsieur. Mais c'est mon affaire. Mais, naturellement, répondit Poirot avec une parfaite courtoisie. Il s'assit un peu à l'écart, son regard parcourant attentivement les visages, pesant les gestes, prêtant l'oreille au silence. Il observa le ruban dans la main de Lady Evelyn avec un intérêt particulier. Tandis que les entretiens se poursuivaient, Poirot resta silencieux. Pourtant, ceux qui le connaissaient auraient reconnu le léger haussement de ses sourcils lorsque Sir Alister se contredisait, affirmant d'abord avoir été à la table de jeu, puis affirmant avoir discuté de mine de cuivre avec Madame North, ou encore la légère inclinaison de sa tête lorsque Béatrice Vail, avec un excès de théâtralité, déclara qu'elle n'avait jamais été près de l'escalier, bien que ses chaussures trahissent une tache de poussière de marbre rouge. Un à un, les invités entrèrent et sortirent du salon bleu. Un à un, ils donnèrent leurs récits. Des récits qui ne collaient pas vraiment,
qui laissait des ombres là où il aurait fallu éclairer. Poirot observait, il notait, il dessinait avec la précision de son esprit une toile dont chaque fil était la fragilité humaine. Lorsque Lady Evelyn émergea enfin, pâle mais sereine, le ruban lui avait échappé. Elle jeta un seul coup d'œil à Poirot, comme pour dire « C'est plus en sécurité avec toi ». Et en effet, lorsque sa petite main se posa sur ses genoux, le ruban était là, plié avec une précision exacte, comme un indice déjà catalogué. Poirot regarda le corps, puis le tesson de porcelaine encore serré entre les doigts crispés de Lord Henry. Sa moustache se contracta. « Il y a des masques ici », murmura-t-il doucement, à l'oreille de lui seul. Et pas que de la porcelaine. L'horloge sonna 00h30. La première phase de l'enquête commençait. Le silence dans la salle de bal s'épaississait à mesure que les heures s'écoulaient, les invités lasses mais rongés par l'anxiété. Les questions des inspecteurs avaient terni l'atmosphère de la soirée, laissant les nerfs à vif et les esprits à vif. Poirot, immobile et posé comme un chat au coin du feu, semblait presque dépaysé au milieu de cette patience à bout de souffle. Son regard, cependant, bougeait avec une énergie incessante, s'attardant non seulement sur les mots, mais sur les espaces entre eux. L'inspecteur Sharp avait repris son travail méthodique. L'un après l'autre, les invités donnèrent leur récit. Sir Alister affirmait n'avoir pas quitté la table de jeu, bien que la moitié des invités se souviennent que les cartes avaient été abandonnées avant la valse fatale. Madame North évoquait un malaise qui l'avait envoyé au salon, bien qu'aucune femme de chambre n'ait été appelée. Le capitaine Devreux, faisant les 100 pas, expliquait avoir cherché l'air par les portes de la terrasse, oubliant ou feignant d'oublier qu'elles étaient verrouillées. L'inspecteur nota tout consciencieusement dans son registre. Poirot parlait peu. Il était assis, le ruban noir soigneusement plié dans son mouchoir, inclinant parfois la tête à une remarque, plissant les yeux de temps à autre, lorsqu'un visage révélait plus que son propriétaire ne le souhaitait. Un jour, alors que Béatrice Val riait trop fort à une plaisanterie amère de Sir Alister, la moustache de Poirot tressauta légèrement, comme s'il remarquait une harmonie chantée un demi-ton faux. Les interviews étaient enfin parvenues à mademoiselle Clara Finch, qui entra dans le salon bleu avec le calme d'une jeune fille, s'efforçant de ne pas trembler. Elle parlait bas, sa voix portant à peine à travers la porte, mais des bribes de son récit s'échappaient, ses mouvements, sa course avec l'éventail, son passage dans l'escalier au moment même où la valse commençait. Poirot se pencha en avant, le regard lointain, comme s'il écoutait non pas ses paroles mais le rythme de ses pauses. Lorsqu'elle ressortit, pâle et les traits tirés, Poirot se leva pour la première fois. Il s'approcha de l'inspecteur Sharp avec une légère révérence. « Une question, si vous me le permettez, mon cher inspecteur. Mademoiselle Finch a-t-elle dit avoir vu Lord Montclair dans l'escalier en passant ?» Sharp le regarda avec méfiance. Elle prétendait que les marches étaient vides. « Hein » murmura Poirot. « Et pourtant ?» Il laissa la phrase en suspens et retourna à sa chaise avec un calme exaspérant. Le sergent, moins patient, murmura « Que fait-il encore ?» Mais Poirot se contenta de sourire, ajustant le pli de sa manchette avec une précision exquise. Les entretiens s'éternisèrent. Félix Hardwicke parla d'une note qu'il avait griffonnée dans un coin pendant la deuxième valse, s'empressant de prétendre n'avoir rien remarqué. Madeleine Rousseau expliqua qu'elle avait dessiné des robes dans sa tête, son regard fixé sur les tissus, plutôt que sur les personnes. Le révérend Ashbury murmura prières et doutes, affirmant avoir entendu l'horloge sonner, mais n'avoir rien vu d'autre que des ombres en mouvement. Chaque récit semblait se dissoudre sur la page de l'inspecteur dans le flou, la contradiction ou l'omission. Finalement, Sharp referma son carnet d'un claquement sec. « Il n'y a aucune clarté. L'un de vous ment, mais vous tous vous cachez. Nous allons fouiller la maison. L'arme ne peut pas avoir disparu. »« Pardon, » intervint doucement Poirot, « il s'est peut-être évaporé dans quelque chose de plus trompeur que l'air. Dans les replis de la vanité, dans les poches de l'orgueil. On s'intéresse trop à l'escalier, peut-être, et pas assez à la psychologie des masques. » Sharp fronça les sourcils. « Ce qui veut dire ?» Les yeux de Poirot brillèrent.
Le fragment dans la main du mort. Avez-vous remarqué, inspecteur, que sa courbure est vers l'extérieur et non vers l'intérieur? C'est le coin d'un masque arraché et non pressé contre sa poitrine, ce qui suggère non pas qu'il s'est agrippé au déguisement de son agresseur, mais qu'il a saisi le masque alors que celui-ci prenait la fuite. La pièce s'agita. L'éventail de Béatrice Vail se referma avec un craquement. Les épaules du capitaine Devereux se raidirent. Clara Finch tressaillit comme frappée. Sharp haussa un sourcil. « Et qu'est-ce que ça prouve, précisément ?»« Seulement ceci. Quelque part parmi nous, il y a un visage incomplet, un masque désormais inutilisable, et son propriétaire a dû l'abandonner rapidement. C'est, je crois, un détail des plus instructifs. » Avant que Sharp ne puisse répliquer, le sergent rentra, portant un plateau sur lequel gisaient plusieurs objets récupérés dans les pièces voisines. Un mouchoir taché de sang, une paire de gants déchirés à la couture et, le plus frappant, un fin couteau à stylet avec un manche doré, sa lame essuyée à la hâte mais imparfaitement. Des hoquets de surprise s'élevèrent. Le regard de l'inspecteur s'aiguisa. « Où ? Dans le pupitre du second violon, monsieur !» dit le sergent d'un ton sombre. Il était coincé entre la partition et le bois. L'orchestre rétrécit sous le regard soudain soupçonneux. Pourtant, Poirot secoua doucement la tête. « Non, non. Trop simple. Un violoniste ne place pas une telle arme dans son pupitre sans que tous ses collègues ne l'observent. Elle a été placée là plus tard, alors que les regards étaient ailleurs. La dissimulation est maladroite. Elle vise non pas à échapper à la détection, mais à la diriger. » La mâchoire de Sharp se crispa. « Tu veux dire que c'est une fausse piste ?»« Exactement. Et qui, inspecteur, profite de nous faire croire que la main qui tenait l'arc tenait aussi la lame ?» La voix de Poirot baissa, douce et implicite. « Toujours se demander, à qui profite-t-on ?» L'inspecteur marchait de long en large, agité par le sentiment d'être déjoué. Mais Poirot se contenta de croiser les mains et d'observer. Les invités, quant à eux, s'étaient resserrés dans une sorte de suspicion, jetant des coups d'œil en coin, chuchotant à voix basse. Béatrice regardait Clara avec un mépris à peine voilé. Sir Alister murmurait à Madame North qu'elle risquait la ruine financière si les testaments étaient effectivement modifiés. Julian ruminait près de la cheminée, la main crispée sur un verre qu'il n'avait pas porté à ses lèvres. Puis un vacarme retentit dans l'escalier. Une jeune servante essoufflée et blême entra précipitamment dans la pièce, serrant contre elle une liasse de papier. « Pardon, madame, » balbutia-t-elle. « J'ai trouvé ceux-ci dans le bureau, ceux que Sir Henry avait mis de côté. Ils étaient cachés dans le tiroir mais déverrouillés. » Lady Evelyn les prit d'une main tremblante. Le sceau était intact. L'écriture était indéniablement celle de son mari. L'inspecteur Sharp tendit la main pour les récupérer, mais Lady Evelyn, prise d'une soudaine résolution, les serra contre elle. « Ces lettres étaient destinées à être lues à voix haute à minuit, » dit-elle. « Quelle que soit la vérité qu'elles contiennent, elles peuvent tout expliquer. » Poirot se pencha en avant, le regard fixé sur les papiers non ouverts. « Oui, madame. Ouvrez-les, s'il vous plaît, car je crois... Il n'y a pas qu'une simple annonce, mais un motif. » L'horloge sonna 1 heure, solennelle et implacable. Les invités se rapprochèrent, chaque souffle retenu par l'impatience, tandis que Lady Evelyn brisait le sceau d'un claquement sec. Le bruissement du papier résonna plus fort que n'importe quelle voix, et tandis que les mots étaient enfin révélés, les visages rassemblés autour trahissaient plus que l'encre sur la page. Chaque expression, choc, peur, calcul, devenait un masque de plus à déchiffrer pour Poirot. Il les observa tous, silencieux, ces petites cellules grises s'agitant, reconstituant déjà le schéma que les mensonges de la nuit s'étaient tant efforcés d'obscurcir. Le craquement du papier, tandis que Lady Evelyn dépliait les documents, emplissait le silence d'une charge électrique. Tous les regards dans la salle d'Orchester étaient braqués sur elle, chaque invité partagé entre effroi et impatience, comme si le parchemin lui-même détenait son destin. Elle se stabilisa, inspira et commença sa lecture. Sa voix, habituellement si posée, tremblait juste assez pour trahir la tension qui régnait sous elle. « Ceci est une déclaration de Lord Henry Montclair, » dit-elle.
Elle exprime son intention de modifier la disposition du domaine de Montclair. Il a décidé de partager sa fortune en plusieurs parts. Une partie pour sa femme, une autre pour son fils Julian, une somme pour créer une fondation caritative, et, sa voix tremblait, un legs substantiel à mademoiselle Clara Finch, pour service rendu avec loyauté et discrétion. La salle explosa. Sir Alister laissa échapper un éclat de rire incrédule. Les yeux de Béatrice Val lancèrent des éclairs comme s'ils avaient été frappés au visage. Le capitaine Devreux murmura un juron, audible malgré ses efforts. Clara Finch elle-même était figée, les lèvres entr'ouvertes par la stupeur et l'horreur, son regard allant de Lady Evelyn au sol, comme pour s'échapper. Lady Evelyn insista, même si sa main tremblait. « Il y a d'autres codicilles. Certaines dettes d'amis seront annulées. Des investissements seront liquidés pour aider les secours étrangers. Mais la clause la plus surprenante est ici. Lord Henry avait l'intention de se retirer de la vie publique dans le mois et de nommer Julian à la tête de la société Montclair, sous la supervision de 2 administrateurs. Il se retirerait complètement, ne conservant aucun pouvoir exécutif. Le verre de Julian se brisa dans sa main, le bruit sec d'un coup de pistolet. Il fixa sa mère, puis les pages. « Il ne m'a jamais rien dit. » Pas un mot. Il allait me dépouiller de l'entreprise, avant même que je la détienne. « Non, monsieur, » intervint doucement Poirot en se levant. « Non pas vous dépouiller, mais vous lier. Il vous donnerait la couronne, certes, mais avec des chaînes. 2 administrateurs. Qui seraient-ils » Lady Evelyn parcourut rapidement la pièce du regard. Le docteur Carruthers et maître Quill, l'avocat. Le médecin surpris haussa les sourcils, mais ne nia pas. La moustache de Poirot se contracta. Alors, Lord Henry souhaitait que son fils dirige, mais pas qu'il règne sans contrôle. Une sage précaution peut-être, mais qui pourrait nourrir le ressentiment des cœurs orgueilleux. Le visage de Julian s'assombrit. « Ah, tu insinues ?»« Je n'insinue rien, » dit Poirot avec douceur. « J'observe simplement. Mais observez aussi les autres. Regardez, regardez mademoiselle Vale, Sir Alister, madame Rousseau. Voyez comme le rouge s'envole, comme la colère s'empare. Chacun de vous se demande ce que ce journal vole ou accorde. Chacun de vous a découvert ce soir que la vie d'Henri Montclair allait changer la vôtre. » L'inspecteur Sharp, bien qu'irrité par l'intrusion de Poirot, ne pouvait nier la vérité. Alors voilà, le mobile de la moitié de la pièce. Mais le mobile ne lui plante pas le couteau dans le cœur. Qui en a eu l'occasion? La valse, dit aussitôt Poirot. Elle commença à 12 minutes moins 12, et Lord Henry tomba mort sur le coup de minuit. Entre ces 2 instants se trouve la fenêtre. Reconstituons-la. Il marchait délicatement sur le marbre, comme s'il suivait les pas de la danse. Mademoiselle Finch, elle apporte l'éventail. Elle voit l'escalier, vide. Lord Henry doit donc monter après son passage. Mais quelqu'un le suit, oui? Quelqu'un qui l'intercepte avant qu'il puisse redescendre. Il y a un échange. Peut-être une dispute. Il saisit le masque, le ruban se déchire. Puis, ah! Poirot mima un coup de lame rapide. La blessure, la chute, l'éclat brisé. Aussitôt, le meurtrier rejoint la troupe, se mêlant aux danseurs comme si de rien n'était. Alors avec qui s'est-il disputé? Demanda Sharp. Impatience, mon ami. Il faut écouter la psychologie, et non le bruit. Réfléchissez. Si Lord Henry annonçait ce testament, à qui cela déplairait-il le plus? À son fils, certes, mais aussi à sa maîtresse, peut-être, s'il en existait une. Ses créanciers, ceux qui espéraient de la faveur et ont été déçus. Chacun ici porte 2 masques, celui de porcelaine aujourd'hui brisé et celui du cœur. Le rire de Béatrice Val retentit, aussi fragile que du verre. Si Henry avait l'intention de lier son fils, de faire miroiter la charité à sa secrétaire, de flatter son médecin et de nous rejeter tous, alors peut-être a-t-il fabriqué sa propre potence. Qui d'entre nous ne se sentirait pas trahi? La trahison, madame, ne se termine pas toujours par un meurtre, dit Poirot d'un ton neutre. La plupart des trahisons couvent en silence, poussant comme des mauvaises herbes jusqu'à ce que la vie s'étouffe. Mais le meurtre, c'est un acte de désespoir ou plus précisément de calcul.
Lequel d'entre vous ici est désespéré? Lequel est précis? » Ces paroles flottaient comme de la fumée. Des regards scrutèrent la pièce, cherchant la culpabilité dans un tressaillement de mains, un tremblement de lèvres. Clara Finch, assise, le visage dans les mains, murmurait qu'elle n'avait jamais demandé d'argent, qu'elle n'avait jamais su. Julian arpentait la pièce comme un animal en cage, marmonnant des histoires de fiduciaires et de chaînes. Sir Alister jurait doucement à propos d'investissements ruinés, tandis que Madame North murmurait que des dettes effacées signifiaient des réputations brisées. Poirot reprit sa place, les mains jointes. Cela devient plus clair, mais pas encore suffisamment. Nous devons retrouver le masque manquant. C'est la seule preuve. Le masque auquel appartenait ce ruban. Le masque déchiré par le mourant. Cela, inspecteur, nous éclairera. Ah bah. Sharp fit un signe de tête sec à son sergent. Fouillez chaque pièce, chaque alcôve. Ne laissez rien d'intouchable. Le meurtrier a pensé cacher un couteau dans un support de violon. Peut-être ont-ils dissimulé le masque avec la même ruse. Alors que le sergent s'éloignait, les invités s'agitèrent, mal à l'aise. Le regard de Poirot s'attarda sur Béatrice Val, qui évitait son regard avec trop de soin. Puis sur Clara Finch, dont l'innocence semblait trop absolue, trop répétée. Il observa surtout Julian, notant la façon dont ses poings se serraient à chaque fois que le nom de son père était prononcé. Les minutes s'écoulèrent comme des heures jusqu'à ce que le sergent revienne, le visage sombre. Il tenait à la main un petit objet enveloppé dans une serviette de service. Il le posa sur la table et retira la nappe. Là reposait le reste du masque de porcelaine, blanc délicat, la peinture maculée d'une légère trace rouge. Un coin était cassé, un bord dentelé qui s'adaptait parfaitement au tesson encore serré dans la main raidie de Lord Henry. Les halètements reprirent. L'inspecteur regarda Poirot qui inclina la tête. « Voilà, le masque du meurtrier. Et maintenant il faut se demander qui le portait. » Personne ne parlait, personne ne bougeait. La porcelaine brillait à la lueur des bougies comme le visage d'un fantôme, impassible, accusateur, impossible à nier. Le regard de Poirot parcourut l'assemblée, patient, implacable. « Voyez-vous, mesdames et messieurs, la question n'est plus de savoir si l'un d'entre vous a tué Lord Henry. Il s'agit simplement de savoir lequel d'entre vous a eu le courage ou la folie de porter ce masque et de se livrer ainsi à son emprise finale. » La pièce tremblait de silence, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Et quelque part dans ce silence, Poirot le savait, le pouls du meurtrier s'était accéléré. Le masque brisé sur la table semblait altérer l'atmosphère même de la pièce. La porcelaine, légèrement tachée de sang, brillait sous le lustre comme une accusation que personne n'osait affronter directement. Chaque invité changeait de position, chaque regard se faisait circonspect, et le silence s'installait jusqu'à devenir presque oppressant. Poirot contemplait le fragment avec une profonde satisfaction, comme si la dernière pièce d'un puzzle venait de lui être présentée. Même si le tableau qu'il révélait, il le savait, n'était pas encore complet. La voix de l'inspecteur Sharp trancha la tension. « Ce masque, quelqu'un dans cette pièce le portait. Je vous demanderai à chacun de dire s'il était le vôtre. » Les démentis fusèrent un à un. Béatrice Val secoua la tête et déclara que son propre masque était fait de plumes et d'or. Madeleine Rousseau leva délicatement les mains, rappelant à tous qu'elle était venue vêtue d'une création élaborée de soie et de paillettes. Sir Alister ricana, désignant le masque à face de lion qui pendait encore par son ruban à sa chaise. Madame North insista pour avoir son papillon d'émail. Le capitaine Devreux, las et agité, désigna d'un geste le masque romain abandonné sur une table basse. Clara Finch murmura quelque chose à propos de son masque de colombe, doux et inoffensif. Julien Moncler resta d'abord silencieux, serrant simplement la mâchoire, puis marmonna que son masque de loup était resté intact. « Et pourtant, » murmura Poirot, « ce masque appartenait à l'un d'entre vous. Il n'a pas été inventé de toutes pièces. Quelqu'un a cru plus sûr de porter de la porcelaine que de la soie, pour dissimuler non seulement son visage, mais aussi ses intentions. Quand Lord Moncler s'en est emparé, il n'a pas simplement déchiré la porcelaine, il a déchiré le mensonge. »
Les invités s'agitèrent, mal à l'aise. L'inspecteur Sharp se pencha. « Poirot, insinuez-vous que le tueur a échangé ses masques pendant la soirée ?»« Mais oui, inspecteur. » « Réfléchissez. Dans un bal masqué, les visages sont fluides. Un homme peut s'éloigner un instant, revenir sous un autre déguisement, et qui le remarquerait? Nous sommes aveuglés par les costumes, les plumes, les paillettes. Seul celui qui observe sans distraction, le mourant lui-même, peut percevoir la vérité. Et il l'a saisie, avec ses dernières forces. Julian lança soudain des mots acerbes. Assez d'énigmes. Le testament de mon père était déjà une insulte. Maintenant, vous insinuez que nous avons tous conspiré par comédie. Si vous m'accusez, dites-le franchement. Poirot le regarda fixement. Mon cher, je n'accuse personne, pas encore. Mais je me demande, qui avait raison de se déguiser 2 fois? Qui avait besoin d'un masque dans un masque? C'est celui qui a tué. Avant que Julian puisse répliquer, le sergent prit la parole. Inspecteur, il y a autre chose. Quand j'ai trouvé le masque, j'ai aussi découvert ceci. Il brandit un carré de papier plié, taché de poussière, récupéré dans la même alcôve que la porcelaine. Sharp le déplia soigneusement, scrutant le gribouillage hâtif. Il haussa les sourcils. « Que c'est un mot, adressé à Lord Montclair. On peut y lire « Tu ne peux pas continuer. Pense à tout ce que tu vas perdre. Retrouve-moi à l'escalier avant minuit, sinon. » Aucune signature. La salle retint son souffle, comme si elle partageait un seul poumon. Poirot plissa les yeux, sa moustache tressaillant tandis qu'il pesait l'encre, la pression de la main. « L'ultimatum d'une âme désespérée, » murmura-t-il, à affronter à l'heure de la révélation. Et de fait, il fut confronté. Clara Finch se leva à moitié, la voix brisée. « Je n'ai jamais écrit ça. Croyez-moi, je ne savais rien de ses intentions. Personne ne l'avait accusée, mais son cri laissait planer le doute sur elle. » Béatrice Val eut un léger sourire, saisissant l'instant. « Étrange, n'est-ce pas, que la secrétaire de Lord Henry reçoive une telle fortune, qu'elle soit convoquée en secret. Peut-être a-t-elle exigé trop de gratitude, et lorsqu'on lui a refusé, Clara haleta, blanche comme le marbre. Lady Evelyn se leva aussitôt, sa présence faisant taire le venin. Assez. Clara est d'une loyauté irréprochable. Si Henry a choisi de la récompenser, c'était son choix. Je ne la laisserai pas calomnier. Poirot leva la main, calmant le flot. Ne nous précipitons pas, madame. Nous examinons, nous ne condamnons pas. L'écriture nous en dira plus. Inspecteur, faites-la comparer avec des échantillons de tous les présents. La précipitation trahit plus souvent son écriture que le loisir. Sharp hocha la tête d'un air sombre et rangea le mot. Pourtant, le soupçon persistait. Les invités évitèrent le regard de Clara, même si elle tremblait, les mains jointes comme pour prier. Poirot l'observa attentivement, puis tourna son regard vers Béatrice, qui avait parlé avec trop de délectation, et vers Julian qui fulminait en silence, son orgueil blessé plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. L'heure avançait lentement, l'orchestre s'était tu depuis longtemps, leurs instruments posés, et l'odeur des bougies éteintes se mêlait à la légère odeur de sang encore présente sur l'escalier de marbre. Les hommes de Sharp recommencèrent leurs recherches, sondant chaque recoin à la recherche d'autres traces, tandis que Poirot restait assis, la tête légèrement baissée, les yeux mi-clos. Aux yeux des non-observateurs, il semblait apaisé. En vérité, son esprit tourbillonnait, triant les contradictions, assemblant des schémas. Il se leva enfin. « Inspecteur, pardonnez-moi. Il y a un détail que nous oublions. Où se trouvait exactement Lord Henry lorsqu'il a été frappé? »« Dans l'escalier » répondit Sharp impatient. « Tout le monde peut le voir. Ah, mais est-il tombé là, ou a-t-il été déposé là ?» Les yeux de Poirot brillèrent. Regardez attentivement la mare de sang. Elle s'étend en dessous, certes, mais remarquez, il y en a moins sur les marches les plus hautes, plus sur le marbre où il repose. Il a peut-être titubé, blessé déjà plus haut, ou a été descendu précipitamment. S'il a été attaqué plus haut, alors le meurtrier a eu quelques secondes de plus pour agir discrètement. L'inspecteur s'accroupit et examina les lieux en fronçant les sourcils. C'est possible. Le sang coule légèrement, presque comme des gouttes qui descendent. Justement,
dit Poirot. Et qu'y a-t-il au-dessus de l'escalier? La galerie, l'antichambre, le chemin menant au bureau de Lord Henry. C'est là que le meurtrier l'a peut-être affronté, c'est là que la lutte a peut-être commencé. Et dans cette pièce, peut-être, trouverons-nous ce qui relie le masque, le ruban et le mot. Les invités s'agitèrent, mal à l'aise. Plusieurs protestèrent, Sir Alister grognant que c'était de la folie, Béatrice déclarant qu'elle ne se promènerait pas comme une suspecte. Mais Lady Evelyn, rassemblant sa dignité comme un manteau, dit simplement « S'il le faut, qu'il le fasse. Nous irons au bureau. » Ainsi, l'inspecteur en tête et Poirot se glissant discrètement parmi eux, la compagnie gravit l'escalier, passant devant le corps de Lord Henry, qui gisait comme s'il gardait ses secrets même dans la mort. À la galerie, les valets de pied ouvrirent brusquement les portes du bureau. L'air y était lourd, chargé de fumée de pipe et d'une légère odeur de cire à cacheter. Des papiers gisaient sur le grand bureau en acajou, des livres étaient alignés en rangs serrés sur les étagères. Rien ne semblait anormal, jusqu'à ce que Poirot entre et se penche vers le tapis du foyer. Là, à peine visible sur le motif tissé, gisait une tache de sang, comme si une main l'avait appuyée pour la soutenir. À côté, à peine remarquée jusqu'à ce que le doigt de Poirot la désigne, se trouvait une étroite bande de satin noir déchirée, effilochée sur le bord, jumelle du ruban plié dans sa poche. La révélation fut comme un coup de tonnerre. « Mon Dieu !» murmura Poirot, « c'est bien ce que je pensais. La confrontation a commencé ici. Lord Henry a été frappé ici, près de son bureau. Peut-être alors qu'il se disputait avec son agresseur. Il saisit le masque, en arracha le ruban, puis tituba jusqu'à l'escalier où la mort l'emporta. Le bureau détient toujours la vérité. » Il se leva, son regard balayant les visages rassemblés. « Et l'un d'entre vous sait ce qui s'est passé dans cette pièce. L'un d'entre vous a laissé plus qu'un ruban derrière lui. » Le silence s'épaissit. Quelque part au-delà de la maison, une cloche d'église sonna le quart d'heure, son son se répercutant faiblement dans le brouillard. À l'intérieur, tous attendaient, le souffle coupé, tandis que le regard de Poirot allait d'un visage à l'autre. Chacun portait en lui une culpabilité, financière, amoureuse, secrète, mais un seul dissimulait la culpabilité du meurtre. Poirot sourit faiblement, comme si l'image s'affinait enfin dans son esprit. « Bientôt, mes amis !» dit-il doucement. Très bientôt, le masque du mensonge tombera. La compagnie se pressait dans le bureau de Montclair, la lumière vacillante de la lampe projetant de longues ombres sur les étagères de livres de droit et de registres. Le feu avait faibli, laissant une lueur rouge dans la cheminée, et la faible trace de sang sur le tapis de l'âtre semblait palpiter dans son reflet comme une blessure encore saignante. Poirot se tenait près d'elle, petit et impeccablement posé, le morceau de ruban en équilibre sur sa paume, telle une relique. Ses yeux brillaient tandis qu'il se tournait lentement vers l'assemblée. « C'est ici, » dit-il doucement, « que réside le cœur du problème. Lord Montclair est venu dans son bureau chercher les documents qu'il comptait annoncer. Il a été suivi, confronté et abattu. Mais qui l'a suivi? Qui a cherché à empêcher cette révélation? L'inspecteur Sharp fit signe au sergent de commencer la fouille. Les tiroirs furent ouverts, le bureau fouillé, le tapis soulevé au coin. Un murmure d'indignation parcourut les invités, tandis que le secret de l'intimité de Lord Henry était troublé. Mais Lady Evelyn leva la main pour réclamer le silence. « Ainsi la vérité est là. Il faut la trouver, » dit-elle. Poirot se dirigea vers le grand bureau et posa le doigt sur le buvard. Une note à moitié écrite y reposait, l'encre brouillée par une goutte d'eau. Il se pencha. Ah non, pas d'eau, une larme. Quelqu'un se tenait là, très agité. Il pleurait, ou feignait de pleurer, devant le bureau. Il leva brusquement les yeux, et plusieurs visages se raidirent. Clara Finch était devenue blanche comme du papier, les yeux fixés au sol. Julian prit la parole, la voix tendue. « Inspecteur, c'est une perte de temps. Nous avons un testament qui déshérite la moitié de la salle, une lettre menaçant mon père et un couteau retrouvé sous le nez des musiciens. Que vous faut-il de plus ?»« Ce qu'il me faut, monsieur, » répondit Poirot, « c'est démasquer celui qui a cherché à faire paraître le crime simple. Regardez la lame.
essuyé à la hâte, dissimulé maladroitement. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui planifie avec précision. C'est la panique de quelqu'un qui cherche à détourner les soupçons. Le véritable meurtrier est plus subtil. Sharp émit un grognement. Ce sont de belles paroles. Mais as-tu des preuves? Patience. Ah, murmura Poirot. Les petites cellules grises doivent digérer avant de prononcer. Pendant ce temps, le sergent avait déterré un objet curieux dans le placard près de la fenêtre. Une pochette en velours dont le cordon était bien serré. Il la tendit à Sharp, qui desserra le cordon et en versa le contenu sur le bureau. Une cascade de jetons de jeu, des marqueurs du club privé de Mayfair se répandit sur le bois. Sir Alister jura dans sa barbe. « Ah !» dit Poirot. « Ainsi les dettes ne devaient pas seulement être pardonnées par générosité, mais aussi dissimulées par la honte. Et à qui sont ces dettes, je me le demande ?» Tous les regards se tournèrent vers Sir Alister, dont le teint cramoisi vira au cramoisi. « Oui, oui, ils sont à moi. Henri était un ami. Il me les a gardés jusqu'à ce que je puisse le lui rendre. Cela ne prouve rien de plus que ma folie aux tables. Ceci peut-être, dit doucement Poirot. Mais cela vous donne une raison de détruire le journal qui a pardonné aux autres et vous a dénoncé. » L'accusation planait, mais le regard de Poirot s'était déjà porté ailleurs. Il reprit le ruban déchiré et le présenta à la lumière. C'est de la qualité, du raffinement. Il servait autrefois à attacher le masque que nous avons trouvé caché. Mais remarquez, la légère trace de fleurs d'oranger sur la soie, un parfum des plus distinctifs. Il se tourna et son regard se posa sur Béatrice Val. Sa main se porta à sa gorge. J'utilise souvent ce genre de parfum, oui, mais la moitié des londoniennes en portent. Non, madame. Pas ce billet précis. Il s'agit d'une maison française, peu connue, difficile à obtenir ici. Je ne l'ai moi-même rencontrée que 2 fois en Angleterre. Une fois sur une dame de l'opéra à Paris, et une fois ce soir quand vous êtes passé devant moi. La compagnie haleta. Les yeux de Béatrice brillèrent de défi, mais ses lèvres tremblèrent. Le parfum s'accroche, il se transfère. Si Henri lui-même effleurait ma manche, l'odeur pourrait se propager au ruban. Ça ne veut rien dire. Poirot inclina la tête. C'est possible, ou peut-être que cela signifie tout, car cela nous apprend que le porteur du masque de porcelaine était suffisamment proche pour que le mourant puisse l'attraper. Et ce masque était attaché par ce ruban. Ouah, le silence s'épaissit. Lady Evelyn se cala contre son bureau, le visage indéchiffrable. Juliane marmonna quelque chose d'inaudible, le regard fixé sur Béatrice avec un mélange de colère et de peur. Puis survint une interruption inattendue. Le sergent, toujours en train de fouiller, sortit de sous une pile de registres un petit étui en argent. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva un mouchoir plié à l'intérieur, taché de sang. L'inspecteur Sharp le souleva avec son crayon. « Et à qui est-ce » Le monogramme dans le coin brillait faiblement à la lumière de la lampe. La lettre C. Clara Finch poussa un petit cri, joignant les mains. « Il est à moi, je le jure, mais je l'ai laissé ici plus tôt dans la soirée en rangeant le bureau. Je ne savais pas. » Béatrice Vell rit d'un rire rauque. « Et comme c'est commode. Un mouchoir ensanglanté, un héritage dans le testament, et maintenant des larmes sur le buvard. De quelles preuves avons-nous besoin ? » « Arrêtez, » dit Poirot d'un ton sec, et pour la première fois sa voix était d'une voix de fer. Le silence se fit aussitôt. Il s'avança vers Clara, l'observant d'un regard qui semblait dissiper toute prétention. « Mademoiselle, vous êtes sincère sur un point, vous avez laissé le mouchoir, mais quelqu'un d'autre l'a utilisé. Voyez-vous, la tache de sang est tachée, pas imbibée. Elle a servi à essuyer la lame, avant de la cacher. La main coupable a pris ce qui était le plus proche, sans se soucier de son propriétaire. » Le soulagement et la terreur se mêlèrent sur le visage de Clara. Elle ouvrit la bouche pour protester davantage, mais Poirot leva un doigt pour réclamer le silence. « Vous voyez, inspecteur, comment l'image commence à se former. Un masque arraché, un ruban parfumé, un mouchoir mal utilisé. Chacun est petit, chacun insignifiant. Jusqu'à ce qu'on les considère ensemble. » Sharp marmonna. « Et où cela nous mène-t-il ? Il nous reste
dit doucement Poirot, avec un meurtrier qui pensait se cacher derrière le chaos de la mascarade. Mais tout déguisement finit toujours par se trahir. Il se tourna de nouveau vers le bureau, son regard se posant sur les papiers du testament. Il faut aussi se rappeler le motif principal. Ces documents ont changé le destin. À certains, ils ont offert la liberté. À d'autres, la ruine. À l'un, ils ont offert l'humiliation. Celui-ci cherchait à réduire au silence Henri Montclair avant que sa voix ne puisse porter. Mais le testament survit, et avec lui la vérité. Julian s'avança, l'air furieux. « Et qui croyez-vous que ce soit, monsieur Poirot ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il plia le ruban avec une précision délicate, le posa sur le bureau à côté du masque brisé et parcourut lentement du regard le cercle de suspects. Son regard s'attarda sur chacun d'eux, scrutant, pesant, mesurant. Puis il sourit faiblement, ce sourire qui promettait une révélation, mais pas encore. « Patience, monsieur, » dit-il enfin. « Le moment n'est pas encore venu. Un fruit cueilli trop tôt est amer, mais je vous le promets, avant l'aube, le tueur sera démasqué. Et quand cela arrivera, il n'y aura plus de déni, plus d'échappatoire, seule la vérité sera dévoilée. » Le feu crépitait doucement dans l'âtre. Dehors, le brouillard s'accumulait contre les fenêtres comme une masse vivante. À l'intérieur, les cœurs battaient plus vite, les regards s'évitaient, et l'ombre de la culpabilité pesait plus lourd que jamais. Car si Poirot n'avait pas encore désigné le coupable, chaque invité ressentait désormais le poids du soupçon, comme si le détective les avait déjà pointés du doigt. Et quelque part dans cette assemblée, le véritable meurtrier sentit les murs du secret se refermer. Le bureau semblait rétrécir à mesure que la nuit s'avançait, l'air lourd de fumée, de poussière et d'effroi. Chaque invité s'agitait avec inquiétude, et pourtant aucun n'osait sortir. C'était comme si la pièce elle-même était devenue un piège, ces murs aux panneaux sombres se pressant vers l'intérieur, les capturant avec leurs secrets. Poirot restait à son bureau, les doigts clos, le masque brisé et le ruban disposés devant lui avec autant de soin que des reliques sur un autel. Son regard errait d'un visage à l'autre, et chaque regard laissait une trace, car chacun se sentait soudain exposé, comme si sa pensée la plus profonde avait été dévoilée. La patience de l'inspecteur Sharp commençait à s'émousser. Il arpentait l'âtre tel un chien en cage, ordonnant à son sergent de fouiller le couloir adjacent, de vérifier les récits des domestiques, d'examiner à nouveau les alcôves où le masque avait été dissimulé. Pourtant, plus il aboyait, moins l'affaire était sûre. Chaque preuve se contredisait, chaque mobile s'entrechoquait. Seul Poirot semblait imperturbable. Il ajusta le pli de sa manchette, polit la courbe de sa moustache et parla doucement, presque pour lui-même. Il est curieux, n'est-ce pas, comme la mort exalte la vérité des caractères. La disparition de Lord Henry a révélé le cœur de tous ceux qui étaient présents. Le joueur, le débiteur, le fils fier, le chanteur ambitieux, le secrétaire loyal, la veuve endeuillée, chacun s'est retrouvé nu face à la lumière de la révélation. Et pourtant, l'un cache plus que les autres. Béatrice Val, qui jusque-là était restée affalée contre le bureau avec un air dédaigneux, se hérissa. « Si vous parlez de moi, monsieur Poirot, dites-le franchement. Je ne me laisserai pas berner. » Poirot la regarda gravement. « Verlet Mousse-Senver que vous êtes une femme passionnée. Vous ressentez profondément, vous agissez avec théâtralité. Mais non, vous n'êtes pas ma principale préoccupation. Vous exprimez trop haut vos griefs. Le véritable tueur parlerait moins et observerait davantage. » Son rougeur s'estompa en un rire cassant, bien que ses doigts tremblaient légèrement contre l'éventail de plumes qu'elle tenait toujours. Clara Finch prit ensuite la parole, la voix hésitante. « Monsieur Poirot, si Lord Henry a été tué ici, dans ce même bureau, alors peut-être que quelqu'un l'a vu. Il y a des fenêtres donnant sur la place. Quelqu'un à l'extérieur a peut-être vu un mouvement, une ombre, quelque chose. »« Non » interrompit doucement Poirot. « Le brouillard de ce soir est épais comme du velours. Aucun œil ne pourrait le percer. Non, mademoiselle, le témoin que nous recherchons n'est pas hors de ces murs. Il est parmi nous. » Julian laissa échapper un rire rauque et sans joie. « Et vous continuez à tourner en rond, monsieur Poirot, à nous balancer des indices et des énigmes. Si vous savez parler,
Sinon cessez de nous tourmenter. » Les yeux de Poirot pétillèrent, mais sa voix demeura calme. « Ah, mais c'est vous qui êtes tourmenté, monsieur. Je vois la tension dans vos épaules, la colère qui obscurcit votre jugement. Pourtant, je ne vous accuse pas encore. Je préfère attendre que le fruit tombe de son propre poids. » L'inspecteur Sharp ne put se retenir plus longtemps. « Poirot, assez de philosophie. Soit nous avons des preuves, soit nous n'en avons pas. Le testament, les dettes, la maîtresse, le mouchoir, tout cela donne un mobile, mais le mobile seul ne suffira pas à faire pendre un homme. Il faut saisir l'occasion. » Poirot inclina la tête. « Vous avez raison, inspecteur. Alors, examinons l'opportunité avec précision. » Lorsque la valse commença, chacun avait une sorte d'alibi. Sir Alister prétend être resté à la table de jeu, mais plusieurs admettent qu'il s'est égaré. Le capitaine Devreux affirme avoir cherché de l'air aux portes verrouillées de la terrasse. Madame Rousseau a parlé aux musiciens, mais aucun ne se souvient d'elle. Miss Vale a dansé, mais pas pendant toutes les mesures. Mademoiselle Finch a apporté un éventail, puis est revenue, mais personne ne l'a vue passer. Et Julian? Ah, Julian a été vu s'agiter, agité, difficile à fixer. Julian serra les dents. J'étais avec Béatrice. Elle le confirmera. Béatrice pencha la tête, le regard perçant. Avec moi? Pas tout le temps. Tu m'as quitté quelques minutes, Julian. Je croyais que tu étais allé voir ton père. Les mots tombèrent comme une pierre. Julian se tourna vers elle d'une voix basse et menaçante. Tu mens. Elle écarta les mains. Pourquoi le ferais-je? Si vous me prenez pour votre allié, détrompez-vous. Henri n'était pas mon bienfaiteur. Mais je ne me parjurerai pas pour votre confort. L'inspecteur Sharp bondit. Le fils a donc eu sa chance, et le testament lui a fourni de nombreux motifs. Lady Evelyn, restée silencieuse jusque-là, parla soudain d'une voix froide. Non, Julian est peut-être téméraire, fier, téméraire, mais ce n'est pas un meurtrier. Le regard de Poirot s'adoucit en la regardant. Madame, le cœur d'une mère défendra son enfant envers et contre tout. Mais la vérité, c'est qu'il n'a besoin d'aucune défense, seulement de reconnaissance. Le silence qui suivit fut rompu par le retour du sergent. Il portait une petite enveloppe qu'il tendit à l'inspecteur. Trouvée dans la corbeille à papier, monsieur, sous les autres papiers. Sharp l'ouvrit et la lut rapidement. Son visage se durcit. C'est une lettre déchirée. Des fragments seulement, mais suffisants. Elle parle d'une rencontre entre Lord Henry et une personne qu'il avait promis de protéger. Il y est question d'un scandale, d'une indiscrétion passée qui ne doit jamais être révélée. Les mots masque et silence apparaissent, et les initiales au BV. Tous les regards se tournèrent vers Béatrice Val. Elle pâlit, son audace vacillant. « Ce n'est pas ce qu'il paraît. »« Henri et moi. Oui, nous étions proches. Il m'avait promis son soutien, mais je ne l'ai pas tué. Je le jure. » Poirot prit les fragments des mains de Sharp et les examina. « C'est vrai, madame. Ces mots parlent de secrets. Mais regardez, l'écriture n'est pas celle d'Henri. Elle est déguisée, irrégulière, une tentative maladroite d'imitation. Et qui parmi nous est doué à l'encre, aux mots, à l'imitation? Ah oui, notre ami Monsieur Hardwick, le journaliste. » Félix Hardwick sursauta, manquant de laisser tomber son carnet. « Moi? Absurde. Jamais je... » Non, non, je ne vous accuse pas du meurtre. Mais je vous soupçonne d'en savoir plus que vous ne le dites. Vous qui griffonnez sans cesse, qui vivez de mots. Vous avez trouvé des fragments, peut-être les avez-vous altérés, peut-être les avez-vous implantés. Dans quel but? Pour vous attirer les faveurs, pour inventer une histoire, ou pour protéger autrui? Hardwick rougit et balbutia. Oui, j'ai copié une lettre qu'Henry m'a montrée, pour l'utiliser dans un texte jamais publié. Mais je n'ai pas écrit ceci. Je ne l'ai pas tué. Poirot l'observa un long moment, puis inclina la tête. Peut-être, ou peut-être avez-vous servi de main à quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, la lettre est fausse, un leurre pour détourner l'attention. Tout comme le couteau dans le violon. L'inspecteur jura dans sa barbe. On chasse des fantômes, Poirot. Poirot sourit faiblement. Non, inspecteur. Nous effaçons les fantômes, jusqu'à ce qu'il ne reste que de la chair. Regardez bien.
Chaque faux indice nous oriente dans une autre direction, mais toujours dans la même direction. Vers la passion, vers le désespoir, vers la trahison. Demandez-vous, qui ici est à la fois assez désespéré pour poignarder et assez calculateur pour dissimuler sa trace avec des artifices aussi maladroits? Cette personne est à portée de main. Le feu crépita brusquement, projetant des braises sur la grille, et les invités sursautèrent, comme si le bruit avait été un coup de pistolet. Béatrice Val enfouit son visage dans ses mains. Clara Finch murmura des prières. Julian fixait le sol, les poings serrés. Sir Alistair marmonnait des jurons. La salle était un véritable nid de nervosité, chacun reculant devant le soupçon, tout en y étant imprégné. Poirot, cependant, resta serein. Il sortit sa montre, la consulta et la referma avec précision. « Inspecteur, il est presque 2 heures. Le temps des ombres touche à sa fin. Bientôt nous devrons nous réunir à nouveau, dans le salon, pas dans ce bureau, et je vous exposerai la vérité entière et sans réserve. Mais avant cela, il me reste une dernière chose à confirmer. » Il se tourna soudain vers Lady Evelyn. « Madame, pardonnez-moi cette intrusion, mais vous seule n'avez pas parlé de vos déplacements durant cette demi-heure. Où étiez-vous » La question résonna comme une pierre dans une eau calme, provoquant des remous à travers la pièce. Lady Evelyn ne broncha pas, même si sa main se crispa sur le bord du bureau. « Je suis restée dans la salle de bal parmi mes invités. Je n'ai rien vu. Et maintenant, monsieur Poirot, si vous doutez de moi, dites-le. » Poirot s'inclina légèrement. « J'en doute, madame. C'est le devoir d'un détective. Mais bientôt les petites cellules grises parleront, et quand elles le feront, les coupables n'auront plus où se cacher. » La tension était palpable, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Dehors, le brouillard se resserrait, obscurcissant la ville. À l'intérieur, le masque brisé brillait sous la lumière de la lampe, silencieux et accusateur. Quelque part parmi ceux rassemblés, le sang-froid du meurtrier tremblait, sachant que le regard de Poirot avait déjà percé son masque. Et même si aucune accusation ne sortait encore de ses lèvres, le moment approchait où tous les masques seraient arrachés et où la vérité éclaterait à nu. Le silence qui suivit la question, inquisitrice de Poirot à Lady Evelyn, sembla retomber comme de la poussière dans les recoins du bureau. Personne n'osait parler. Le faible tic-tac de la pendule devint soudain insupportable, chaque seconde résonnant comme un marteau. Lady Evelyn resta impassible, le menton levé avec une défiance silencieuse, mais son regard se posa une fois sur le ruban et le masque posé sur le bureau, trahissant une pointe d'inquiétude. Poirot le remarqua, bien sûr. Il remarqua tout. L'inspecteur Sharp rompit le silence d'une toux impatiente. « On a vidé cette pièce. Je ne veux pas qu'on reste ici jusqu'au matin à courir après des traces de parfum et des mouchoirs ensanglantés. Si tu veux accuser quelqu'un, Poirot, fais-le. » Poirot secoua lentement la tête, l'expression d'un professeur déçu par un élève trop pressé. « Non, mon ami. Accuser sans dire toute la vérité, c'est s'exposer à l'injustice. Il manque encore une pièce, un fil qui, une fois tiré, dénouera tout. Nous devons retourner au salon bleu. Le rassemblement. Oui, cela apportera la clarté. » Les invités furent ramenés dans la grande salle avec une réticence lasse. Certains se tenaient raides, fiers malgré l'angoisse grandissante. D'autres trébuchaient, épuisés par la fatigue et la peur. Clara Finch s'appuyait lourdement sur le bras d'un valet de pied, murmurant des excuses pour sa faiblesse. Béatrice Val marchait avec une lenteur théâtrale, la tête haute, bien que sa pâleur la trahît. Julian avançait à grands pas, agité, les mouvements saccadés, le regard constamment rivé sur l'inspecteur comme pour le mettre au défi d'agir. Lady Evelyn suivait en dernier, posée, une trace d'autorité royale dans son maintien. Poirot prit place près de la grande cheminée, le masque brisé à nouveau exposé sur la table à ses côtés, le ruban noir soigneusement plié à côté. Il avait une allure presque cérémonieuse, comme s'il présidait non pas une assemblée de suspects, mais un tribunal. Les invités étaient regroupés sur des canapés et des chaises, peu désireux de se rapprocher les uns des autres. L'inspecteur et son sergent se tenaient, l'air grave, près des portes, veillant à ce que personne ne puisse s'échapper. Poirot commença de sa voix calme et posée, chaque syllabe résonnant dans l'air feutré. « Mesdames et messieurs,
Nous sommes unis au terme d'une nuit de réjouissance qui a viré au drame. La mort de Lord Montclair n'est ni un accident, ni un acte passionnel irréfléchi. C'est un crime dissimulé avec ruse, mais trahi par les plus infimes détails. Ce soir, je vais vous montrer comment les mensonges se dévoilent. Il laissa les mots reposer avant de poursuivre. D'abord, il faut fixer l'heure. Lord Henry a été frappé entre le début de la valse à minuit moins 12 et la sonnerie de l'heure. Durant cet intervalle, chacun de vous a raconté ses déplacements. Mais les récits, ils ne concordent pas. Sir Alistair a prétendu être resté à la table de jeu. Pourtant, des témoins l'ont vu près du buffet. Madame Rousseau a affirmé avoir parlé aux musiciens, mais aucun ne se souvient d'elle. Le capitaine Devreux a dit qu'il cherchait la terrasse bien que les portes soient verrouillées. Et Julian, Julian, il a erré. Béatrice a prétendu que vous l'aviez quitté. Et Miss Finch, elle a admis avoir dépassé l'escalier, mais l'avoir vu vide. Vide, alors qu'Henry devait déjà y être. Clara serra les mains, ses lèvres remuant sans bruit. Le regard de Poirot s'adoucit en la survolant, mais ne s'attarda pas. Examinons maintenant le masque. Il souleva délicatement le fragment de porcelaine. Ce n'était pas un simple bibelot. Il a été saisi par le mourant. Il s'est battu pour démasquer son agresseur. Cet agresseur portait ce masque pour se dissimuler à la vue de tous. Et nous savons qui, car le ruban nous l'apprend. Il déplia le morceau de satin et le porta à son nez. Ah, fleur d'oranger, subtil, rare, un parfum qui appartient à l'une d'entre nous. Madame Val, il vous colle encore à la peau. Un murmure parcourut la pièce. Béatrice tressaillit, son sang-froid chancelant. Oui, dit-elle d'une voix rauque. Oui, c'est le mien. Mais le parfum ne tue pas. Je ne l'ai pas frappé, Poirot. Je le jure. Poirot inclina la tête. Peut-être. Mais le masque était attaché avec ce ruban. Portiez-vous de la porcelaine ce soir, madame? Non. Des plumes, comme tu as vu. Ce masque n'est pas le mien. Exactement. Répondit Poirot d'une voix calme. Et pourtant le ruban est assorti à votre odeur. Alors, quelqu'un vous l'a-t-il emprunté? Ou avez-vous échangé votre masque contre un autre? Telle est la question. Juliane se leva d'un bond. Elle ment! Elle ment depuis le début. Elle voulait l'argent de mon père, sa promesse de protection. Et quand il s'est retourné pour la rejeter, elle l'a tué. La voix de Béatrice se brisa lorsqu'elle se tourna vers lui. Et toi, Juliane, toi qui avais tout à gagner une fois que les administrateurs t'auraient contrôlé, tu t'es mis en colère contre lui, tout le monde l'a vu. Tu détestais qu'il te lie comme un enfant. Peut-être as-tu trouvé ce masque. Peut-être voulais-tu l'effrayer. Mais la colère s'est transformée en meurtre. Les invités s'exclamèrent, leurs voix se chevauchant, leurs accusations lancées comme des poignards. L'inspecteur Sharp leva les mains, réclamant le silence, mais ce fut la voix basse et impérieuse de Poirot qui les ramena au silence. Non, non, vous vous accusez aveuglément. Mais moi, ses yeux brillèrent, je vois le schéma, le couteau caché dans le pupitre à violon, la fausse lettre aux initiales de Béatrice, le mouchoir maculé de sang. Toutes ces pistes sont fausses. Elles pointent dans plusieurs directions, mais chacune a un but commun, semer la confusion, dissimuler le vrai chemin. Qui aurait intérêt à jeter le doute sur tout le monde? Son regard les parcourut et se posa enfin sur Lady Evelyn. Un frisson parcourut la pièce. Elle ne bougea pas, ne blêmit pas, se contentant de regarder Poirot dans les yeux avec un calme imperturbable. « Vous êtes audacieux, monsieur Poirot, » dit-elle doucement. « Je suis exact, » répondit Poirot. « Réfléchissez. C'est vous qui avez ordonné la fermeture des portes, vous qui avez tenu le ruban en premier, avant qu'il ne passe entre mes mains, vous qui, par-dessus tout, perdriez tout dans le déshonneur si l'annonce d'Henry était faite. Car que révélait le testament? Non seulement son intention de donner à Clara de retenir Julien, de pardonner ses dettes, mais il révélait son projet de se retirer du monde. Et que fait un homme lorsqu'il prend sa retraite? Il parle, il écrit, il confesse. Vous ne craignez pas pour votre fortune, mais pour votre réputation. Peut-être une vérité longtemps cachée, un détail de votre passé serait-elle révélé au grand jour. Les yeux de Lady Evelyn brillèrent une fois,
aussi vif que l'acier sorti d'un fourreau, mais elle ne parla pas. La voix de Poirot s'adoucit. « Et vous l'avez donc affronté. Dans ce bureau, près du bureau où gisaient les papiers. Il a refusé vos supplications. Vous avez frappé vite, précisément, entre les côtes, comme un médecin frapperait avec un scalpel. Vous en saviez assez, n'est-ce pas? Après des années passées à ses côtés, il vous a arraché le masque en tombant, serrant l'éclat de porcelaine. Vous l'avez laissé tituber jusqu'à l'escalier, pensant que la fête couvrirait son effondrement. Puis, calme et majestueux, vous êtes retourné dans la salle de bal comme si de rien n'était. Le masque que vous avez caché, le ruban que vous avez laissé trouver, le couteau que vous aviez planté là où les soupçons se portèrent sur les autres. C'était astucieux, mais pas assez. La salle s'exclama. Le visage de Juliane se vida de ses couleurs. Clara se couvrit la bouche. Béatrice murmura une prière. L'inspecteur Sharp s'avança, la mâchoire serrée. « Est-ce vrai, Lady Evelyn ?» Pour la première fois, son sang-froid vacilla. Ses épaules s'affaissèrent et un léger tremblement la parcourut. Elle parcourut la pièce du regard, chaque visage, son fils, les invités, le détective si petit et pourtant si inexorable. Finalement, elle se redressa, mais sa voix n'était qu'un murmure. « Monsieur Poirot, vous en voyez trop. » Poirot inclina gravement la tête. « C'est ma malédiction, madame. Et mon devoir. » Le silence qui suivit fut terrible. Les invités fixèrent la scène. L'inspecteur se raidit, le sergent s'avança avec hésitation. Et bien qu'aucun aveu ne fût encore sorti de ses lèvres, tous les assistants sentirent le poids de l'inéluctabilité s'abattre sur eux. La vérité, tel le brouillard extérieur, s'était infiltrée par toutes les fissures, et enfin la silhouette du meurtrier se dessina. Mais Poirot, avec la précision de son art, ne porta pas le coup de grâce. Pas encore. Il joignit les mains, la voix calme, presque tendre. Il ne reste plus qu'une étape. Demain, à la lumière du jour, je dirai toute la vérité. Ce soir, je vous laisse, inspecteur, la garde de cette maison et de ses occupants, car au matin, le masque tombera complètement, et la justice suivra son cours. La grande horloge sonna l'heure. 2 heures. La nuit d'ombres avait atteint son paroxysme, et l'aube n'était toujours pas venue. Le coup de 2 heures résonna dans le salon, et son tintement sourd sembla s'éterniser plus longtemps qu'il n'aurait dû, résonnant dans les os de chaque invité. Le feu s'était éteint, les lustres autrefois brillants s'étaient éteints, et la fatigue pesait lourdement sur l'assemblée. Pourtant, personne n'osait partir. L'inspecteur Sharp se tenait résolument près de la porte, son sergent aux aguets, et Poirot, immobile comme le marbre, était assis, les mains jointes, les yeux baissés, comme si la vérité qu'il avait cachée se jouait déjà en parfaite séquence dans son esprit. Lady Evelyn demeurait calme, malgré sa pâleur. Assise dans son fauteuil à haut dossier, elle avait l'élégance d'une reine à la cour, entourée non pas de courtisans, mais d'ennemis. Juliane arpentait la pièce comme un animal agité, marmonnant dans sa barbe, tandis que Clara Finch restait immobile, le regard fixé au sol, comme en prière. Béatrice Val se penchait en avant, les coudes sur les genoux, son éventail abandonné depuis longtemps, l'expression tendue par l'impatience. Sir Alister ruminait sombrement, soignant son orgueil blessé, et le capitaine Devreux s'affaissait avec le fatalisme d'un homme trop habitué à la ruine. Poirot prit enfin la parole, d'une voix basse mais ferme, attirant l'attention avec le poids de l'inéluctabilité. « Mesdames et messieurs, la nuit est longue, mais la vérité ne dort pas. Vous êtes las, oui, mais la conscience du coupable l'est plus encore. Cette conscience se trahit par un tremblement, par des mots, par un regard, et j'ai observé, j'ai pesé, j'ai mesuré. » Les invités se penchèrent en avant comme un seul homme, même si chaque cœur portait sa propre terreur. Le regard de Poirot se posa de nouveau sur Lady Evelyn. « Madame, vous êtes une femme d'une dignité, d'une volonté redoutable, mais ce soir votre dignité a vacillé lorsque j'ai parlé du ruban, du masque, du bureau. Vous n'avez rien dit, vous n'avez rien nié, car le déni vous aurait forcé à la contradiction. Et la contradiction, c'est l'ennemi du mensonge. Mais le mobile, l'opportunité, la psychologie, tout cela ne suffit pas. Il nous faut le lien,
le détail que nul ne peut contester. Et il est là. Il souleva le mouchoir du bureau d'un geste de 2 doigts, celui-ci taché de sang. Nous avons supposé qu'il avait été pris par le meurtrier à la hâte. Mais regardez bien, le sang est répandu dans une seule direction, non pas essuyé mais pressé, comme pour étancher, non pour nettoyer. Il n'a pas servi à essuyer une lame, il a servi à appuyer sur une blessure. Et à qui appartenait ce mouchoir? À Clara Finch, oui. Mais à qui la main l'a-t-elle tenue au moment de la mort? Qui s'est penché sur Lord Henry alors qu'il titubait? Ni sa maîtresse, ni son fils, ni ses amis. C'était sa femme. Un murmure s'échappa, surpris et horrifié. Julian se figea, son visage oscillant entre incrédulité et fureur. Clara haleta bruyamment. Béatrice murmura « Je le savais », d'une voix tremblante. Poirot continua inexorable. Le fragment de masque prouve qu'Henri a arraché le déguisement de son agresseur. Le ruban portait votre parfum, madame, léger mais distinct. Et ce mouchoir, bien qu'appartenant à un autre, vous l'avez saisi sur le bureau au cours de la lutte, le pressant inutilement contre la blessure avant de l'abandonner. Ce sont les broutilles qui trahissent, toujours les broutilles. Le masque, le ruban, la déchirure du buvard, chacun un murmure de vérité. Ensemble, ils crient. Lady Evelyn se leva lentement, le visage toujours calme malgré ses yeux flamboyants. Et si je le faisais, si je le confrontais? Et alors, me condamnerez-vous sans savoir pourquoi? Poirot inclina légèrement la tête. « Ni vous souhaitez parler, madame, parlez. » Sa voix résonna dans la pièce silencieuse, d'abord ferme mais étouffée par une fureur contenue. Il voulait me faire honte, faire table rase des années que je lui ai données, des sacrifices, de la loyauté. Crois-tu qu'il ait seulement partagé sa fortune dans ce testament? Non, c'était sa réputation. Il voulait révéler des choses que j'avais enfouies, des choses de mon passé d'avant le mariage. Il m'a menacé de ruine. Moi qui avais défendu son nom, porté son enfant, gardé ses secrets. Et pourquoi? Pour étaler sa générosité, pour m'humilier. Je ne pouvais pas me le permettre. Pas après tout ça. Elle marqua une pause, la poitrine bombée, les balayant du regard, osant les juger. Alors oui, je l'ai frappé. Je pensais que ça le réduirait au silence à jamais. Il m'a regardé avec un tel mépris, une telle certitude que je n'ai pas osé. Mais j'ai osé. La confession flottait dans l'air, crue et terrible. Julian tituba en arrière, comme frappé. « Mère, comment as-tu pu? Père, quoi qu'il ait prévu, il était toujours... » Sa voix se brisa. Clara pleurait doucement, ses larmes coulant sans retenue. Béatrice, pâle et secouée, se signa. Sir Alistair murmura un juron, et Devereux fixa le feu comme s'il avait vu trop de morts pour être ému davantage. L'inspecteur Sharp s'avança, la voix pleine d'une satisfaction sombre. Voilà qui suffit comme aveu. Lady Evelyn Moncler, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre mari. Mais Poirot leva la main. Attendez. Son regard se posa sur Lady Evelyn avec une douceur surprenante. Je ne cautionne pas. Je n'excuse pas. Mais je comprends. Dans chaque crime, il y a une âme humaine, imparfaite, désespérée, effrayée. Vous n'avez pas frappé par cupidité ni par passion, mais par orgueil, par terreur du déshonneur. Pourtant, un meurtre ne peut être caché, madame. Les petites cellules grises, elles, révèlent tout. Lady Evelyn se redressa, son calme retrouvé, sa dignité retrouvée, même ruinée. Alors, qu'il en soit ainsi. Je ne demande pas grâce. Ce que j'ai fait, je l'ai fait en toute lucidité. Si la justice exige que je paie, je paierai. Sharp fit un bref signe de tête à son sergent, qui s'approcha avec hésitation, comme s'il craignait de toucher une reine déchue de son trône. Lady Evelyn lui tendit les poignets sans résistance. Les menottes claquèrent doucement dans le silence. Poirot se détourna, le visage grave. « C'est fini », tandis que les invités s'agitaient, secoués et épuisés. Poirot ajouta une dernière remarque, d'une voix presque chuchotée, mais qui résonnait à tous les oreilles. « Souvenez-vous-en, mes amis. Ce n'est pas toujours l'avidité ou l'envie qui tue. C'est parfois l'orgueil, parfois la peur, parfois la crainte de la vérité. Nos masques sont fragiles. Lorsqu'ils se brisent, ce qui se cache en dessous peut tous nous détruire. Le feu soupira comme pour acquiescer.
les braises se réduisant en cendres. Le brouillard dehors se dissipa enfin, et une faible lumière filtra par les hautes fenêtres, annonçant l'aube. Poirot prit son chapeau et sa canne, d'un geste précis, et en quittant la pièce, il murmura dans sa langue maternelle « La vérité, toujours, même quand elle blesse ». Derrière lui, la maison Montclair était brisée, ses masques de mensonges brisés à jamais. L'aube s'infiltrait doucement par les hautes fenêtres de la salle d'Orchester, dorant les miroirs aux cadres dorés et éclairant la scène de l'épreuve nocturne d'une lumière plus douce. Les invités, épuisés et hagards, ressemblaient davantage à des survivants d'une tempête qu'aux silhouettes glamour qui avaient autrefois animé la piste de danse sous des lustres scintillants. La musique s'était tue depuis longtemps. Les rires, les flirts, la gaieté, tout avait été remplacé par un silence lourd de conséquences. Lady Evelyn Montclair, majestueuse même en disgrâce, avait été emmenée sous la surveillance de l'inspecteur Sharp. Sa confession flottait encore dans l'air, bien que personne n'osât en parler. Julian, affalé dans un fauteuil, fixait d'un air absent les faibles braises du feu, ses traits autrefois fiers étant marqués par le chagrin et la désillusion. Clara Finch pleurait doucement, ses larmes ne se limitant pas à la perte d'un maître. Elles étaient la ruine d'une famille à laquelle elle avait consacré sa vie. Béatrice Val, pâle et bouleversée, avait perdu le masque d'arrogance qu'elle avait si longtemps porté, tandis que sœur Alistair marmonnait de temps à autre, conscient que ses dettes et sa vanité étaient devenues insignifiantes face à une véritable tragédie. Poirot se tenait à l'écart, près de la fenêtre, sa silhouette menue se découpant sur la faible lueur du matin. Il se retourna enfin, d'une voix douce mais ferme. « Mes amis, c'est fait. La justice a parlé, non sans tristesse. Une femme qui craignait l'humiliation a choisi la voie de la violence. L'orgueil, la plus dangereuse des passions humaines, l'a poussée à un acte désespéré. Et bien que ses raisons fussent les siennes, l'acte lui-même est inexcusable. Le meurtre ne laisse aucun vainqueur, il ne laisse que la ruine. » L'inspecteur Sharp, las mais profondément satisfait, acquiesça sèchement. « Vous aviez raison dès le départ, Poirot. Les preuves, la psychologie, tout menait à elle. Vous avez toute notre gratitude. » Poirot inclina la tête. « Ce n'est pas la gratitude que je recherche, inspecteur. Seulement la vérité. Et la vérité, comme je l'ai toujours dit, a toujours tendance à refaire surface. Lord Montclair, de toutes ses forces, tenta de la révéler. Il serra le masque, déchira le ruban, nous laissant des fragments qui désignaient son agresseur. Il n'est pas mort en vain. Un silence s'installa, chaque invité réfléchissant à ses paroles. Lentement, Béatrice Vail prit la parole, la voix tremblante. Vous voulez dire que, même dans la mort, Henri s'est battu pour la démasquer? Poirot hocha la tête. Oui, madame, dans ce geste résidait son ultime témoignage. Il ne pouvait pas parler, mais son petit acte de défi, s'emparant de ce qu'il pouvait, nous a donné le fil. C'est là tout le génie de la ténacité humaine. La vérité éclatera, même lorsque les mots manquent. Julian releva enfin la tête, la voix rauque. « Ma mère, va-t-elle » Le regard de Poirot s'adoucit. « La loi suivra son cours, monsieur. Mais souvenez-vous de ceci. Elle a agi par peur, non par malveillance. Avec le temps, peut-être pardonnerez-vous. Pour vous-même, sinon pour elle. » Les yeux de Julian se posèrent à nouveau sur les braises, et il ne répondit pas. Poirot enfila ses gants, ajustant chaque doigt avec un soin méticuleux. « Je vous laisse maintenant à votre chagrin, mes amis. Mais sachez ceci, les masques que nous portons en société, les faux semblants auxquels nous nous accrochons, sont fragiles. Sous eux se cache notre moi le plus profond, nos peurs, nos désirs, nos défauts. Quand le masque se fissure, c'est alors que la vérité éclate. Et la vérité, aussi cruelle soit-elle, est toujours nécessaire. » Il prit son chapeau et sa canne, s'arrêtant un instant, comme pour humer le parfum de fête qui flottait encore faiblement dans la grande salle. Puis, après une dernière révérence, il se tourna vers les portes. Les invités le regardèrent s'éloigner, ce petit Belge à la démarche soignée et à la tenue impeccable, laissant derrière lui le silence, le chagrin et la certitude de la vérité. La lumière de l'aube éclaira sa silhouette, tandis qu'il pénétrait dans le couloir, et sa voix, douce mais sonore,
lança une dernière remarque, tel l'épilogue d'une pièce de théâtre. En fin de compte, mes amis, ce ne sont pas les mensonges qui nous détruisent. C'est l'orgueil qui nous fait croire que le mensonge est indéchiffrable. Et sur ce, Hercule Poirot partit, laissant derrière lui l'affaire Montclair, un autre masque de mensonge brisé par la précision implacable de ces petites cellules grises.